Bonsoir Putain, Jordan Bardella, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour votre invitation et bonsoir aux Françaises et aux Français qui nous regardent. Vous avez appelé à la dissolution. Le président a choisi de nommer à Matignon un proche, Sébastien Lecornu, 5e Premier ministre depuis 2022. Est-ce que vous êtes avec lui dans de meilleures dispositions qu'avec ses prédécesseurs ? Non. La question du qui importe peu. La question, c'est quelle politique. Moi, j'ai du respect pour mes adversaires. J'ai du respect personnel pour messieurs Barnier et pour monsieur Bayrou. J'ai du respect personnel pour monsieur Lecornu qui a été ministre des Armées. Mais la question, c'est quelle politique. La question, c'est la méthode aussi. Et je crois qu'on est dans un moment, mais ça, c'est à eux qu'il faut poser la question. On est dans un moment extrêmement important parce que le pays n'a pas de majorité et la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui, à la fois la France qui travaille, à la fois nos entreprises, est une situation extrêmement incertaine. Et je pense que le choix du président de la République de nommer l'un de ses plus fidèles et l'un des plus fidèles macronistes est un choix qui, en réalité, va accroître l'instabilité. Parce que s'il n'y a pas rupture franche avec le macronisme, alors il y aura censure et donc, évidemment, nouvelle dissolution. Naturellement, nous allons parler du fond et de ce qui concerne les Français. Mais quand même, Sébastien Lecornu, vous le... Il me semble que là, je pense que les questions seront peut-être similaires avec Mélenchon, mais ça va à peu près être le même discours. Là, je vais vous dire, les mecs, on va rentrer vraiment dans un arc où Macron sera acculé de baisers, genre. Ils vont essayer de le pousser à la démission, même la droite, hein. Même la droite, dites-vous, les gars. Donc on verra. On verra s'ils vont tenir cette ligne politique jusqu'au bout. Vous le connaissez Jordan Bardella. Oui, il a été ministre des Armées, il a été... on a lu qu'il y avait des dîners organisés entre Marine Le Pen, vous et Sébastien Lecornu. Ce soir, on va traiter de la crise de confiance des politiques, des Français avec les politiques. Est-ce que ça ne donne pas un côté un peu tambouille, invective sur les plateaux de télé et en même temps dîner sympathique entre amis? Parce que vous voulez que je vous fasse la liste des journalistes qui sont extrêmement peu agréables avec les responsables politiques et qui s'empressent de les inviter à prendre des cafés ou à déjeuner, parce que je pense que si on fait la liste, il y a un certain nombre de journalistes qui vont être extrêmement mécontents. Non mais attendez. C'est important. Ce soir, on va parler de la crise de confiance, Jordan Bardella. On fait une émission, on essaie de se sortir un peu de la tambouille politique. Non mais désolé, mais la journaliste, elle est trop bête, hein. Le service public qui traîne avec le PS, là, vous dites, ils ont dîné avec Lecornu, mais c'est un CSC de la part du service public, là. C'est un CSC. Ferme ta gueule, la journaliste, elle est trop nulle. Elle donne une balle gratuite à Bardella pour se la manger dans le cœur. Ah, s'il te plaît, la journaliste, s'il te plaît. Madame, pardon. Juste un mot. Sur ce dîner, on vous entend parfois très véhément à l'endroit d'autres responsables politiques. Les Français apprennent, si ce dîner n'a pas eu lieu, dites-le nous, apprennent qu'au final, il y a des accords qui se passent en privé. Et madame, quand un journaliste... Pardon. D'abord, je n'aime pas ce procès. Quand un journaliste du service public... qui est journaliste sur France Inter. Et vraiment, vous m'obligez à dire des choses que je n'aime pas dire. Mais quand un journaliste du service public sur France Inter prend des petits déjeuners avec des responsables du Parti Socialiste pour parler de la stratégie électorale, vous ne trouvez pas qu'il y a un sujet? Bon, est-ce que ça préjuge, encore une fois, de la relation politique qu'on peut avoir avec un individu? Est-ce qu'on a le droit, pardon, hein, vous faites mention d'un dîner qui a été organisé par monsieur Lecornu avec des chefs de partis politiques pour discuter non seulement de la situation politique, mais pour évoquer également le budget de la défense qui a été mis en œuvre par le gouvernement. Je veux dire, on a le droit de se parler, on a le droit d'échanger argument contre argument. C'est pas parce qu'on dialogue individuellement avec un responsable politique que nous sommes d'accord. Ça m'arrive de prendre... C'était le sens de la première question. Ça m'arrive de prendre des cafés avec des journalistes pour leur donner mes décryptages de la situation politique. Il n'y a rien de plus normal. Je veux dire, dans une démocratie, on a le droit de se parler, mais je veux dire, tout ça importe peu. Donc j'aimerais, si c'est possible, plutôt que de parler des dîners et des cafés qu'on peut faire avec des journalistes ou avec des personnes politiques, parler un petit peu de ce qui intéresse les gens. Il peut y avoir des relations personnelles avec Sébastien Lecornu, dont certains ont dit qu'il a des qualités de négociateur qu'avait peut-être pas son prédécesseur. Eh bien, je vais vous dire, vous savez quoi, Madame Roux, moi je respecte Monsieur Lecornu. Voilà. Comme je respecte... C'est une perte de temps de parler de ce dîner de cons. En vrai, les gars, je trouve que la question, elle est assez importante parce que quand tu vois pour quelles raisons une partie des Français ont voté, a voté pour Bardella et Marine Le Pen, il faut se poser des questions, les gars. La question n'est pas débile en soi. Elle pose le sujet de la proximité entre le macronisme et le RN. Le RN est un parti politique qui est censé casser le macronisme et ne pas avoir des connexions, des intimités, des amitiés avec le macronisme. Et tu vois qu'ils font des dîners, on ne sait pas le contenu du privé, donc ça se trouve, ils vont peut-être prolonger
le macronisme et vont essayer de le déguiser dans une forme du RN, le déguiser de manière assez efficace, on va dire ça comme ça, c'est un peu masqué. La question n'est pas ridicule, genre. Faut avouer qu'il a plutôt bien répondu. Bah, elle n'empêche, Patrick Cohen est un sacré imbécile, parce que la polémique qui a éclaté quand j'étais au Japon donne des balles à Bardella, parce que s'il n'y avait pas eu ce leak de conversation privée entre Patrick Cohen et les membres du PS, Bardella n'aurait jamais utilisé cette balle, quoi. Il aurait pu se débrouiller tout seul, sans utiliser cet argument, tu vois ce que je veux dire? La personne d'Emmanuel Macron, de M. Bayrou ou de M. Barnier. En revanche, je combats leur politique. Et je viens dire devant vous ce soir que s'il n'y a pas une rupture franche avec la politique qui est menée depuis 8 ans, eh bien, les mêmes causes entraîneront les mêmes conséquences. Les Français, ils ont voté contre la politique d'Emmanuel Macron lors des élections européennes et des élections législatives. Ils ont voté pour une rupture sur les questions d'immigration, sur les questions économiques et notamment du pouvoir d'achat, sur les enjeux. Là, c'est peut-être une tech de macroniste, mais je trouve ça chelou le délire de devoir se vesquiller. Ça manque de respect entre personnalités politiques. Bah, en fait, tu t'esquives dans le sens où, normalement, les gars, je suis désolé, les gars, pourquoi tu devrais esquiver Macron et ses potes? Normalement, ton groupe politique est censé briser le macronisme. Donc, à quel moment tu parles avec ton ennemi idéologique? Les Français t'ont donné une confiance pour briser le macronisme, ils apprennent que tu fais un dîner avec tes opposants politiques. C'est normal que la journaliste pose cette question. C'est normal que les Français se posent des questions en mode « Mais j'ai voté pour qui en fait? J'espère que j'ai pas voté pour un groupe politique qui va prolonger le macronisme. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal d'esquiver tes opposants. Je comprends les amis qu'il faut discuter. Parce que, vas-y, on est dans un régime politique où, quand il n'y a pas de majorité, on est obligé de faire des compromis, etc., etc. Mais des compromis de quoi, en fait? Parce que le but, les mecs, retenez bien ce que je vais dire. Le but pour ces types comme Monsieur Le Cornu, c'est d'essayer de gaslight ses opposants. Essayer de gaslight les Bardella pour faire en sorte de les avoir dans leur poche en mode « On va continuer quand même le macronisme ». Leur but, c'est quand même de retourner le cerveau du RN, les amis. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que LFI ne participe pas à ces réunions avec les macronistes. Bon, le PS, ils y vont, mais ils obtiennent jamais gain de cause. Les écologistes, ils y vont aussi, ils obtiennent jamais gain de cause. Ces mecs-là veulent juste prolonger le roi Macron, les lois de Macron. Il n'a vraiment pas le choix à court terme, en fait. Bah si, t'as le choix, en fait. T'as le choix de continuer à t'opposer. Vous me dites... S'il n'y a plus Macron, c'est le chaos. Mais le chaos est déjà là, en fait, mon ami. Le chaos est déjà là, quoi. Vous voyez bien que Macron va céder sur rien. Macron ne va céder sur rien du tout, mon gars. Sauf que là, on est dans une France où la Macronie et son parti, qu'on le veuille ou non, même s'il est malade, il existe et l'objectif à court terme est d'aider les Français. Bon. Les Français sont toujours dans la merde, frérot. Donc, bon, voilà. Hein, je t'apprends rien, mon ami. Voilà, c'est... Bon. De souveraineté. Et donc, si ce vote, cette expression chaotique, populaire là, ce qui se passe ne en se France. traduit pas dans la politique qui est mise en œuvre par le gouvernement, alors ça ne nous convient pas compte tenu du fait que nous avons le premier groupe à l'Assemblée. Vous êtes toujours prêt à discuter avec Sébastien Lecornu du fond? Parlons du fond. Et vous avez raison, c'est ce qui intéresse nos compatriotes. Ça concerne les Français, mais ça les intéresse aussi, l'ensemble du climat politique, mais on y reviendra dans un instant. Qu'est-ce qui pourrait vous faire accepter un accord de non-censure? Soit il y a rupture, soit il y a censure. On ne peut pas reprendre la pâle copie du budget de M. Bayrou, qui propose de faire, par exemple, travailler les Français 2 jours supplémentaires en supprimant des jours fériés, qui propose d'augmenter la contribution au budget de l'Union européenne, qui aggrave la mauvaise dépense publique de 30 milliards d'euros et qui vient augmenter les prélèvements obligatoires de 20 milliards d'euros supplémentaires, dans un pays qui a des difficultés de pouvoir d'achat, dans un pays où le travail ne paye pas suffisamment. Tous les pays d'Europe sont gouvernés par des compromis, sauf en France, où les partis politiques ne parviennent pas à dialoguer pour faire avancer les choses. Les mecs. Franchement, les amis, hein. Le but aussi, c'est de convaincre par ses idées, hein. Si t'es là, tu fais de la politique pour faire des compromis avec tes ennemis politiques. Oh, la flemme, hein. Franchement, la flemme. Je comprends que des fois, tu n'as pas le choix pour faire avancer le pays. Il faut que t'aies des compromis.
Mais mon gars, si t'es dans la stratégie de l'opposition, tu t'opposes jusqu'au bout, mon gars. Tu t'opposes jusqu'au bout. Et si tu t'opposes, tu le fais bien. Tu continues à instiller tes idées dans l'esprit des gens. Et c'est tout, c'est comme ça, mon gars. T'es pas là à baisser les bras, à te dire, bon, allez, finalement, nique sa mère, on fait des compromis. Eh non, mon gars. Non, ma gueule. Tu continues à t'opposer jusqu'au bout, c'est tout. Et dans un pays où moi, en tout cas, on cherche des économies de chandelle, quand il y a des chantiers et des éléphants dans le salon sur le plan budgétaire, dans la mauvaise dépense publique, que personne ne veut voir. Donc, moi, je pense qu'il faut se mettre potentiellement autour d'une table, que le Premier ministre reçoive les présidents des groupes et des partis politiques qui sont présents aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est parfaitement normal. Et à chaque fois que la République nous convoque, nous avons répondu à son appel. L'année dernière, nous nous sommes présentés devant M. Barnier. Nous avons indiqué quelles étaient nos lignes rouges. M. Barnier n'en a pas tenu compte. Nous avons donc censuré. M. Bayrou a décidé, dans ce deuxième budget de la mandature législative, de tenir compte de nos lignes rouges. Et grâce à ce que nous avons mis sur la table, nous avons obtenu la baisse des factures d'électricité pour 24 millions de familles françaises au début de l'année 2025, le non des remboursements des médicaments et une réindexation des pensions de retraite dès le début de l'année. Sauf que dans ce contexte-là, il ne pouvait pas y avoir de dissolution. Aujourd'hui, il peut y avoir une dissolution. Et moi, je pense que le seul moyen de renouer avec la stabilité dans le pays, c'est de retourner aux urnes, de doter le pays d'une majorité claire et évidemment d'une vision. Il y a la question de l'instabilité économique. Est-ce que vous faites passer l'intérêt de la France avant tout? Est-ce que vous considérez, il n'y a pas de malice dans ma question, hein, est-ce que vous considérez que l'urgence de faire voter un budget doit l'emporter sur l'ensemble des lignes rouges de chacun? Est-ce que... On a beaucoup de questions ce soir, vous entendrez les questions des téléspectateurs, on a énormément de questions, des gens qui vous regardent ce soir et qui disent mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas arriver, parce qu'il y a urgence, parce que demain la note de la France sera peut-être dégradée, à se mettre d'accord, se mettre autour de la table et trouver des compromis? Mais la réponse est dans la question. La note de la France sera peut-être dégradée. Si la note de la France va être peut-être dégradée, c'est parce il y a une petite breaking news là. L'Allemagne prévoit de soutenir vendredi la résolution de l'ONU adoptant la déclaration de New York initiée par la France et l'Arabie Saoudite pour la reconnaissance de l'État de Palestine d'après Bloomberg. L'Allemagne qui va peut-être se rejoindre à la France sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Ok. Parce que la France est mal gérée et qu'il y a eu depuis 8 ans 1200 milliards d'euros de dettes supplémentaires, c'est-à-dire autant de dettes supplémentaires depuis 8 ans que dans les 50 ans qui ont suivi l'après-guerre. On emprunte aujourd'hui depuis quelques heures, non seulement plus cher que la Grèce, plus cher que la Slovénie, mais désormais plus cher que l'Italie. Donc, ce que je viens vous dire ce soir, c'est que s'il n'y a pas une rupture sur la politique qui est menée depuis 8 ans et en réalité depuis 30 ans, alors on continuera de voir la dette augmenter, de voir les déficits s'aggraver et de voir la balance commerciale se dégrader. Donc, l'urgence de faire voter un budget, je veux dire, c'est pas la question. La question, c'est quel budget? Est-ce qu'on met en œuvre un budget qui rétablit l'équilibre des comptes publics? En tout cas, qui remet le pays sur le chemin de la raison budgétaire. Est-ce que dans ce budget, on traite le besoin aujourd'hui d'oxygène pour nos entreprises? Il n'y a pas que la question monétaire. Il y a aussi cet impôt de papier que représentent les normes sur l'entreprise française aujourd'hui et qui fait que quand on est chef d'entreprise, on passe plus d'heures à remplir des formulaires administratifs qu'à travailler, à investir, à réfléchir et à se concentrer sur l'activité de son entreprise. Un chef d'entreprise qui travaille pour faire quoi? C'est lui qui va faire tourner les machines, les fraiseuses, pardon, je ne sais pas quoi. Bon, doucement quand même. Un chef d'entreprise, quand il restructure, c'est parce qu'il y a un projet derrière. C'est parce qu'il y a une vision, il y a des investissements derrière. Or, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, faire 40 milliards d'économies pour faire 40 milliards d'économies, ça n'a pas d'utilité. Quand on fait des économies... Oui, pour les agences de notation, pour nos partenaires européens, non? Faire 40 milliards d'économies pour faire 40 milliards d'économies, ça ne sert à rien. Non mais pardon, mon sujet, c'est pas les partenaires européens. Mon sujet, c'est la France, c'est les Français qui travaillent et c'est nos chefs d'entreprise qui sont des... Non mais la journaliste, c'est une catastrophe. Hein. Elle nous dit ça compte pour les partenaires européens. On sent pas les couilles de l'Union européenne, chef. Là, pour l'instant, il faut redresser notre finance à nous, il faut redresser notre pays à nous avant de penser à dire « Oh, nos partenaires européens, ils sont contents qu'on gère correctement nos finances. » On sent pas les couilles de l'Union européenne, là. Putain, Elle est trop nulle, la journaliste, gros. Elle est trop nulle, ou c'est peut-être moi qui suis fou, j'en sais rien. Créateurs de richesse et qui ont besoin que l'État revienne à sa place et qu'on puisse recréer de la richesse. Parce que faire des économies de bout de chandelle, s'il n'y a pas de projet politique derrière, je veux dire, quand on fait des économies, par exemple, sur, je sais pas, quand on demande aux Français de travailler 2 jours supplémentaires en gagnant moins, si le projet derrière,
c'est pas de recréer de la richesse, de recréer de l'attractivité économique, de mieux rémunérer le travail, alors les Français n'en voient pas le bout. Je veux dire, on est dans un pays qui a 46% de prélèvements obligatoires. Quand on dit on va augmenter de 20 milliards d'euros les impôts et que de l'autre, par exemple, on a 18 milliards d'euros de contributions, d'aides non contributives qui sont données aux étrangers chaque année, bah oui, les gens se posent des questions. Quand on dit on va faire des efforts aux retraités et que de l'autre, par exemple, on offre la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière à 1 milliard d'euros par an, ou qu'on augmente la contribution de la France au budget de l'Union européenne, alors que nos partenaires allemands ou Pays-Bas, des grandes économies de la zone euro, obtiennent des rabais, et ben les Français se disent il faut à un moment donné qu'on arrête de demander des efforts toujours aux mêmes. Jordan Bardella, vous avez rencontré les patrons très récemment. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous disent ça peut attendre, ou est-ce qu'ils vous disent on a besoin de stabilité politique, on a besoin d'un budget, même mal, même pas exactement celui que vous développez ce soir ou celui que le PS pourrait proposer, mais on est dans une forme d'urgence parce qu'il y a une instabilité politique. Qu'est-ce que vous leur dites quand ils vous disent ça, les chefs d'entreprise? Madame, qui est responsable? Parce que il faut s'interroger sur la responsabilité des uns et des autres. Moi, je me suis présenté devant vous, on a eu l'occasion. J'avoue, je suis désolé, on demande beaucoup des comptes à l'opposition de ce que pensent les entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous faire confiance, etc. Mais la situation actuelle de la France, elle a été dégradée par qui? C'est aux autres qu'il faut donner des comptes, hein. Faut demander des comptes, pardon. Là, par exemple, c'est ce que j'ai dit avant d'aller au Japon. J'avais parlé de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il a enculé nos finances, il est parti, il est en Suisse. Il n'y a personne qui lui demande des comptes, pas un journaliste, pas la Cour des comptes, pas je ne sais pas quelle commission. Le mec, il est pépère. Et on demande à Mélenchon, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton véritable projet pour tout redresser, etc. Mais moi, je vous ai déjà dit, les amis, hein, le prochain président, il est sur un champ de ruines. Il est sur un champ de ruines, il va devoir tout redresser correctement. Et ça va demander des décisions difficiles. Des réformes structurelles qui vont être difficiles à digérer. Mais il n'aura pas le choix. Et ça, c'est la faute de Macron, mon gars. C'est la faute de Bruno Le Maire aussi. Bruno Le Maire, c'est Klaus Barbie. Bon. Yo, chef. Chef, yo, doucement, chef. C'est mon premier jour de stream, doucement. On parlait de mon projet lors des élections européennes et des élections législatives. Quand même. En disant, je suis prêt à être Premier ministre d'une majorité d'alternance, d'une majorité patriote qui va rompre avec les politiques qui sont menées depuis 30 ans. Je suis arrivé en tête avec mon mouvement au premier tour des élections législatives, au second tour des élections. Il a dit, wesh, doucement. Même un mec qui a son premier message, tu l'as choqué. Premier message sur mon stream, tu l'as choqué, wesh. Élections législatives, et il y a eu des accords contre nature, hasardeux, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron pour m'empêcher d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. J'avais dit à l'époque que ces accords, qu'on a appelés le Front républicain, allaient entraîner un blocage dans le pays. Donc, si nous sommes bloqués depuis un an, c'est précisément parce qu'ils ont créé cette impasse institutionnelle. Donc, moi, je viens dire ce soir, la seule solution, c'est de retourner aux urnes. Plus tôt on retourne aux urnes, plus tôt le pays aura une majorité, plus tôt la France aura un budget qui correspond non pas à ce que veulent les partenaires européens, mais à ce que veulent les Français. Donc vous souhaitez l'échec de Sébastien Lecornu? C'est une lecture caricaturale. Je souhaite la réussite de la France. Je souhaite la réussite de mon pays, et je vais vous dire, Madame Roux... Alors, je vais vous dire aussi quelque chose, les amis, vite fait. Pourquoi le RN pousse aussi pour une dissolution? Parce que depuis que Mélenchon... Et il y a d'autres personnalités de la France insoumise qui refusent de faire un accord avec le PS. Et le PS, c'est pareil. Ils trouvent une fenêtre d'opportunité pour se dire « Ok, c'est le moment de dissoudre. Ok, c'est le moment parce qu'on va plus être baisé par une union macro, LFI, PS, écolo, je sais pas quoi. C'est chacun pour sa peau et ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose. Moi, je vous ai déjà dit, les amis, si le RN est au pouvoir, le combat politique ne s'arrête pas. Voilà, c'est pas terminé, les amis. C'est pas terminé. Faut continuer de les combattre avec nos idées. Faut continuer d'instiller justement, voilà, la politique dans l'esprit des Français. Et c'est tout, c'est comme ça, mon gars. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Parce que les gens se disent que si le RN gagne, c'est terminé, je me désintéresse de la politique et on passe à autre chose. Non, le combat continue, ma gueule. C'est pas une fatalité. Pas terminé. Ah, mon gars. Tu prépares le terrain, là, Dofla. Bah, excusez-moi, les amis. L'analyse politique est extrêmement simple. Si tu vois le RN pousser pour une dissolution, c'est simplement parce qu'ils savent que le camp d'en face, il n'y aura plus d'union. Il n'y aura plus ce fameux Front républicain. Et d'ailleurs, les Français n'en veulent plus du Front républicain. Ils n'en veulent plus. Et même LFI, c'est pareil. Quand tu vois que Aymeric Caron ne veut plus faire alliance, par exemple avec des Glucksmann ou avec des PS, bah mec, le RN, ils y voient une opportunité.
C'est logique, le constat est logique, mon gars. Le constat est logique. La réussite de la France, elle ne passera pas par les politiques qui l'ont mis au bord de la faillite depuis 30 ans. Je voudrais qu'on parle du thème de cette émission ce soir. Ma République va craquer. C'est la question qu'on pose. On s'interroge sur la crise de confiance entre la classe politique et les Français. Ce sondage qui est extrêmement violent, je vous le livre. Quand on demande aux Français comment ils considèrent les hommes politiques, 90% les jugent inefficaces, 91% éloignés de leurs préoccupations, 90% sans projet pour le pays. Ces chiffres-là, quand vous les voyez, vous dites ça ne nous concerne pas. Je dis deux choses. Je dis d'abord les Français ont raison. Parce qu'il n'y a aucune raison que partout ailleurs en Europe, on fasse mieux. Je veux dire, l'Italie est en excédent primaire sur le plan budgétaire. C'est même d'ailleurs le seul pays du G7 à l'être en 2024. Le Portugal est en excédent budgétaire. La croissance repart dans beaucoup de pays. Et nous, la France, on serait une exception en Europe. Donc, c'est vrai que les gens ont le sentiment, non seulement qu'il y a un décalage entre ce que veulent les Français et la politique qui est mise en œuvre, et je vais répondre à votre deuxième question, parce qu'elle est intéressante, et évidemment ce qu'attendent aujourd'hui une majorité de Français. Moi, je n'ai aucune responsabilité dans la situation du pays. Je veux dire, si demain, les Français m'accordent leur confiance et que je suis à la tête du gouvernement, j'aurai des comptes à rendre. Mais dans l'opposition, je me bats contre les gens qui sont au pouvoir, bien sûr, sur un plan politique et jamais sur un plan personnel, parce que je considère que leurs orientations font énormément de mal à mon pays. Et quand on regarde aujourd'hui l'insécurité, la dégradation du pouvoir d'achat, nos entreprises qui n'arrivent plus à faire face, qui n'arrivent plus à créer de la richesse, les délocalisations, la désindustrialisation, les déserts médicaux, on a le sentiment, c'est vrai, que les gens qui sont au pouvoir sont très inefficaces. Une des revendications qu'on entend souvent quand on sonde les états d'âme des Français vis-à-vis de leur classe politique, c'est de dire, au fond, ils sont déconnectés. Cette idée que les politiques doivent commencer par faire l'effort eux-mêmes, qu'ils sont trop payés, qu'ils ont des privilèges. Un exemple très concret qu'on a eu souvent dans des questions pour l'événement. Bonsoir Dofla, bonsoir à tous. Tout à l'heure, tu as fait allusion sur les chefs d'entreprise. Et j'aimerais te dire que je ne suis pas d'accord car la paperasserie, ouais, c'est dur à dire, est une réalité et que beaucoup d'entreprises et micro-entreprises ne peuvent plus. Cela m'a surpris de t'entendre dire cela. Alors, moi j'ai répondu par rapport à Bardella. Bardella, il expliquait que il faut retirer la papasserie parce que ça énerve les chefs d'entreprise et il faut que les chefs d'entreprise travaillent. Moi, je me suis arrêté au mot travailler. Parce que, excusez-moi, une grosse entreprise, le chef d'entreprise, il passe son temps à faire quoi en fait? L'entreprise tourne sans lui. Papsan. Paperasserie. Paperasserie ou paperasserie? Paperasserie. En fait, il ne faut pas mélanger toutes les entreprises. Les petites entreprises, ils galèrent. Ah, mais là, les mecs, on ne parlait pas de PME. Évidemment que moi, je ne parle pas des PME, les amis. Je pense sincèrement aussi que LFI, et ça, il faut que vous gardez ça à l'esprit, les amis, LFI n'est pas en guerre contre les PME. Hein. Ils sont en guerre uniquement contre les très grandes entreprises qui ont fait une fortune après le Covid. Il faut savoir qu'après le Covid, la France a gagné 7% de croissance, les amis. 7% de croissance avec la fameuse théorie du ruissellement d'Emmanuel Macron. Bah, les mecs, on l'a pas vraiment ressenti. Hein. Il y a plus de pauvres, il y a plus de sans-abri. Excusez-moi, on parle pas des très petites entreprises, les amis. Hein. On parle des grosses. Hein. Par exemple, est-ce que vous considérez qu'il faut, puisque vous voulez être Premier ministre, qu'il faut baisser le salaire du Premier ministre? Est-ce que vous dites... LFI va pas se battre contre le grec du coin. C'est vrai, mais c'est vrai. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça ne passe plus. Le salaire brut, c'est 16 000 euros, 12 400 euros net. Ou est-ce que vous dites, c'est un faux sujet, c'est un faux problème? Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez les Français dire, et vous l'entendez régulièrement, j'imagine, tenir ce genre de propos? Est-ce qu'il faut faire des gestes symboliques? Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut faire des gestes sur le... Mais je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si demain l'État consent à demander des efforts aux Français, alors il doit consentir soi-même à réduire son train de vie. Vous abordez la question des élus, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table, évidemment. Le salaire des élus? Mais tous les sujets doivent être mis sur la table. Mais celui-là, par exemple, ça parle aux gens qui vous regardent, c'est très concret. Ils se disent quand même 16 000 euros par mois, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. 12 400 euros net pour être Premier ministre. Vous dites, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Ou est-ce qu'il faut aborder ces sujets? Vous mentionnez le président de la République et le Premier ministre, c'est des salaires qui sont infiniment plus élevés que ce que gagnent les Français moyens. Il y a des responsabilités qui sont évidemment importantes. Je rappelle que le président de la République, il a... Putain, il s'est fait 16 000 euros par mois pour rien n'apporter à la France, François Bayrou. Putain, c'est une dinguerie, le braquage. Qu'est-ce que je déteste ces politiciens, les gars.
les politiciens où tu sens qu'ils sont là juste pour faire carrière, comme littéralement François Bayrou, non, le 16 000 € par mois, c'est chaud. Oui, c'est pas des salaires, les gars, c'est des indemnités, ok, mais tu retiens quoi, en fait? Tu retiens les 16 000 €, mais derrière, qu'est-ce qu'il a apporté au pays? Qu'est-ce qu'il a apporté au pays, mon gars? C'est n'importe quoi, genre. Sous sa responsabilité, l'arme nucléaire. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est de payer des gens à ce prix-là qui ont des résultats aussi médiocres. Le sujet, c'est l'efficacité de l'argent public. Et si vous voulez, moi, je suis sur le terrain tous les jours. J'ai fait beaucoup de campagnes électorales et les Français nous disent une chose à chaque fois, mais où passe notre argent? On est dans un pays où les prélèvements obligatoires sont parmi les plus élevés de l'OCDE, 46% de prélèvements obligatoires. Et plus les gens payent de l'impôt, plus les gens qui travaillent donnent de l'argent à l'État, moins les services publics sont efficaces et plus les services de l'État sont défaillants. Si Donc, évidemment qu'il faut réduire le train de vie de l'État, c'est une évidence. C'est pas forcément sur ces sujets-là qu'il faut aller, par exemple, dire on va baisser le salaire des parlementaires. On voit qu'on est à peu près dans la moyenne européenne, d'ailleurs. Ou, par exemple, baisser le nombre d'élus, supprimer le Sénat. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. Si, moi je suis... D'abord, soyons honnêtes, c'est pas en baissant le salaire du président de la République qu'on va résoudre la dette ou qu'on va résoudre l'équilibre financier de la France. Et je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Vous voyez bien que ça cristallise une forme de colère. Mais je vous donne un exemple. Moi, Les parlementaires sont bien payés en Allemagne quand même, hein. Putain. Et que 3 200 € par mois en Espagne. J'avoue, il y a des écarts de fou quand même, hein. En vrai, les gars, dans les dépenses publiques, putain, qu'est-ce qu'on jette notre argent des fois, hein. On jette notre argent de fou malade, hein. Je suis favorable à ce qu'on supprime les régions. Vous voyez, moi je suis adepte du conseil territorial, c'est-à-dire que je pense que pour rapprocher le pouvoir des centres de décision, c'est une vieille idée de la droite qui avait été votée, mais je crois qu'elle n'a jamais été mise en œuvre par les socialistes lorsque François Hollande est arrivé en 2012. Je pense que pour rapprocher le pouvoir du citoyen, il faut réduire le nombre de strates administratives. Et quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a des assemblées pléthoriques, je pense dans les conseils régionaux, bien sûr, je pense à ces agences d'État, 1900 agences d'État qui ont été pointées du doigt par le Sénat, dont beaucoup d'agences d'ailleurs font doublon avec les compétences des ministères. Il faut évidemment rationaliser tout ça. Il faut réduire le train de vie de l'État. C'est parfaitement clair. Paul Larotouroux, on a un petit sujet dans cette crise institutionnelle, on va en parler aussi. Est-ce que c'est une crise de régime ou est-ce que c'est juste une crise politique? On a un sujet, c'est la participation des jeunes à la vie politique et en particulier au vote. Bonsoir, monsieur Bardella. Bonsoir. Autant vous dire d'abord que comme jeune, je participe à la vie politique. On va y venir à votre jeunesse dans quelques instants, mais d'abord, je vous propose une immersion avec vous. Le 30 août, nous sommes à Châlons-en-Champagne. J'arrive. Vous pouvez me parler, s'il vous plaît? Jordan! Je vous ai suivi aussi au dernier salon de l'agriculture, même chose. On peut dire que c'était un petit peu l'émeute. Au-delà de votre popularité très visible et de la superficialité des selfies, on va s'interroger ensemble sur comment, ça se traduit dans les urnes, et 2, sur votre programme pour la jeunesse. Les urnes, quelques données. C'est assez contre-intuitif puisque 57% des 18-24 ans sont allés voter aux dernières élections législatives. C'est 26 points de plus qu'en 2022. Petite parenthèse, d'ailleurs, beaucoup plus pour la gauche, à 48%, que pour vous, à 33%. Pourquoi je dis que c'est contre-intuitif? Parce que c'est une exception qui confirme cette règle. Si on regarde les 20 dernières années, selon l'INSEE, les écarts de participation selon l'âge se sont considérablement creusés aux législatives précédentes, avant la dissolution en 2022. À peine 28% des moins de 30 ans se sont déplacés contre 59% des 65 ans ou plus. Je reviens avec vous face à tous ces jeunes. Votre stratégie, parfois vous êtes caricaturé comme le candidat TikTok. Comment vous faites pour transformer ces Snapchat en voix? Les jeunes attendent que vous changiez leur vie. Qu'en est-il et comment vous comptez les faire venir sur les listes électorales et voter parce qu'ils n'y sont de moins en moins? Eh bien, d'abord en leur disant que si ce n'est pas eux qui prennent le destin du pays entre leurs mains, alors personne ne va le faire à leur place. Et qu'on est précisément une génération qui n'a jamais connu la France qui va bien. Je vais avoir 30 ans après-demain. Et comme beaucoup de jeunes de ma génération, même si je fais à 30 ans ce qu'on fait en théorie à 50, on n'a pas connu cette France en pleine prospérité, cette France fière, cette France sûre d'elle-même. On a connu une France qu'on nous présente comme endettée, comme devant faire face à la menace terroriste,
à l'insécurité, comme devant faire face au chômage. Et moi, je m'inquiète de voir qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de jeunes chaque année qui ne sont pas touchés par l'immigration, mais par l'émigration, c'est-à-dire qui considèrent qu'une fois le diplôme obtenu, il faut s'expatrier pour sur votre programme, excusez-moi de vous interrompre. Un avenir. Vous avez notamment beaucoup communiqué sur un chèque formation pour les 18-25 ans, vous en avez beaucoup parlé, mais avec Caroline, on a scanné votre programme, ça manque d'un programme global. Est-ce que vous avez un programme pour la jeunesse, pour les faire revenir aux urnes ? Un programme avec des mesures. Oui, bien sûr. Mon programme, il est beaucoup plus global que ça. D'abord, c'est permettre aux jeunes de vivre en sécurité en France. Parce que la première attente des jeunes qui nous regardent et qui, chaque jour, chaque soir, chaque matin, chaque week-end, lorsqu'ils ont l'occasion de sortir en soirée, lorsqu'ils rentrent dans le RER, dans les transports en commun, lorsqu'ils sont dans les rues de France, ils sont extrêmement... La première préoccupation de la jeunesse, c'est la sécurité, Bardella. T'es sérieux? Genre vraiment? Vraiment, c'est vraiment la sécurité qui importe les jeunes, là? Extrêmement inquiet de devoir, notamment lorsque vous êtes une femme, changer votre tenue, réduire votre maquillage, changer de trottoir, regarder derrière soi, mettre des écouteurs pour ne pas être importuné. Et la première promesse... Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais la première promesse que je fais aux jeunes qui nous regardent, c'est non seulement leur rendre la fierté de leur pays, le droit de pouvoir être fiers d'être français, de pouvoir se dire qu'ils auront un avenir en France. Et la première promesse que je leur fais, au-delà de tous les sujets économiques... Oh là là, mais les promesses, c'est pas un programme, chef. On te demande de préciser des points. Le mec, il nous fait que des promesses, c'est que du vent, mec. Et ce mec-là, il a 40%. Putain, mais ça me rend fou quand même. Environnementaux, écologiques, qui sont des préoccupations concrètes de la jeunesse. Et je sens que je n'aurai pas le temps de développer ce point. Je leur fais une promesse, c'est qu'avec moi et avec nous, ils pourront sortir dans les rues de France sans avoir la crainte d'être agressés. Alors sur les enquêtes d'opinion avec des associations étudiantes et même l'INSEE, la préoccupation principale, c'est l'avenir professionnel et économique. Bon, vous savez que les jeunes ont du mal à s'insérer correctement sur le marché du travail. Le coût de la vie et l'autonomie, donc le logement étudiant, c'est très cher. Ils veulent justement plafonner les prix. Le financement des études aussi, parce qu'il y a énormément de jeunes qui font des crédits. Peut-être qu'il y en a un sur mon chat qui a contracté un crédit pour financer ses études. T'as quoi ensuite? Tu as la santé mentale, donc le stress, l'anxiété, dépression, solitude. On sait que la santé mentale est un sujet, ça voulait être un sujet prioritaire, un sujet national de Michel Barnier, mais il a été censuré. L'accès aux soins, la pression scolaire et sociale. Pour l'instant, la sécurité, mon gars, Bardella, la lutte contre les réchauffements climatiques aussi, les modes de consommation. Les gars, oulala. Et là, c'est vide, mon gars. C'est vide de fou, là. Je suis déçu. Franchement, je pensais qu'il allait donner un véritable point pour ensuite en débattre entre vous et moi. Mais c'est des promesses. C'est que des promesses, genre. C'est nul à chier. Concrète. Le vote à 16 ans, pour, contre? Non, je trouve que le vote à 18 ans est un vote dans lequel on a à la fois pleine conscience des enjeux. Et entre 16 et 18, c'est précisément la période où on commence à s'ouvrir et à réfléchir. Et je trouve que 18 ans est un bon âge. Et le vote obligatoire? Un grand débat. Je préfère convaincre que contraindre. Donc non. Je n'y suis pas favorable en l'état. En revanche, il y a bien une Merci Thigo pour le réforme institutionnelle qui est urgente, c'est évidemment celle de la proportionnelle pour faire en sorte que quand vous alliez voter, peu importe pour qui vous votiez, vous vous sentiez représenté au Parlement. Vous acceptez de répondre à des questions de téléspectateurs? Mais avec grand plaisir. Ah, on y va. Les gars, vous êtes pour ou contre le vote obligatoire, vous, le chat? Il me semble qu'en Belgique ou en Suisse, je sais plus quel pays, si tu ne votes pas à une élection, tu prends une amende. En Belgique, c'est obligatoire. Ah voilà, ok. Contre. Mais pourquoi vous serez contre, les mecs? Genre, pourquoi? Genre, pourquoi vous serez contre? Vous avez la flemme de vous déplacer dans des bureaux de vote, c'est ça? Sans vote blanc. Ah, mais je sais pas si le vote il est obligatoire en Belgique avec la prise en compte du vote blanc. Je sais pas comment ça se passe là-bas. Rien. Bonsoir Caroline et bonsoir Monsieur Bardella. Alors déjà je vais quand même vous donner un petit peu la tendance de la soirée. Il y a eu énormément de questions sur les réseaux sociaux et sur le site France Info. Vous êtes dans la nuit Adrien? Non, vous êtes avec nous? On vous voit? Oui, ça y est. Voilà. Il suffisait que je le demande. Enfin, c'est mieux comme ça, évidemment. Vous avez un pouvoir que je n'ai pas sur la lumière en tous les cas. Alors je vais vous emmener un peu partout en France ce soir. Regardez notamment où je vous emmène aujourd'hui. On va aller à Paris bien sûr, à Metz, à Strasbourg, à Angers, à Clermont-Ferrand, à Montrosier, c'est dans le Tarn, 34 habitants à Montrosier, j'espère qu'ils sont tous devant la télé ce soir. Également à Mamoudzou, c'est évidemment... Bon attendez, merde! C'est court.
Dexter, oups, pardon. Patrimoine représenté 6. Moi, je vais voir si Mélenchon, il est là, bordel. Putain, mais j'ai fait de la... Ah, il est là. On écoute juste une question, téléspectateur de Bardella. Je vais faire pipi vite fait, et ensuite, on va écouter Mélenchon, les mecs, parce que je pense que j'ai ma dose. Oh! Bah, c'est la question parfaite, les mecs. C'est la question parfaite. C'est la question parfaite. Voilà, c'est la question parfaite. Et d'habitude, parfois, monsieur Bardella. Et en voici une qui vous est posée par Alaric ce soir. Vous avez parlé du monde du travail, des travailleurs, des patrons. Il vous demande ça, Alaric, 47 ans, il habite à Montpellier dans l'Hérault. Comment pouvez-vous parler au monde du travail alors que vous n'avez jamais travaillé? Bah merci Alaric pour cette question. Je ne fais pas du dessin la journée. Quand vous faites de la politique, vous présidez en l'occurrence un mouvement politique, le mien, qui est la première force politique de France, qui compte plusieurs dizaines de salariés que vous avez sous votre responsabilité, des centaines d'élus, à la fois des élus locaux et des parlementaires, que vous préparez l'accession aux responsabilités quand vous êtes dans l'opposition, que vous rédigez les lois quand vous êtes parlementaire. C'est mon cas comme député européen réélu à 2 reprises. Oh, le flex! Croyez-moi, c'est plus qu'un métier. Oui, c'est un engagement total de sa personne. Et je n'ai aucune honte à dire que pour faire de la politique à haut niveau, il faut aussi avoir été élu, il faut avoir été élu local, il faut avoir été parlementaire, il faut avoir été au contact des Français, il faut savoir ce qu'attendent aujourd'hui les Français. Et je ne crois pas, en l'état actuel des choses, que on puisse faire 2 choses en même temps, et que lorsque vous êtes engagé dans la société civile, que vous puissiez vous consacrer à temps plein aux Français et à la politique. Mais moi, T'y crois pas de faire 2 choses en même temps, mais pourtant les étudiants qui travaillent et qui étudient, t'as pas envie d'augmenter leur bourse, t'as pas envie de faire en sorte que les étudiants ils consacrent leur vie aux études, enfin pas leur vie, qui consacrent leur vie étudiante à leurs études et pas au travail aussi. T'as pas envie de dire ça, Bardella, par hasard? Non, je sais pas. Il a fourni une belle réponse, ce bâtard. Hein. On dirait qu'il a travaillé ça. Hein. La question, elle a été proposée en amont, et Bardella s'est dit, faut que je dette ça. Faut que je réponde correctement, sinon je me casse la gueule, c'est sûr, mon gars. Je réponds évidemment à toutes les questions, mais c'est vrai que cette question qui m'est souvent posée, comme s'il fallait avoir honte de faire de la politique. Non, mais moi, la réponse de Bardella, elle est en mode, ben, il a réussi à gaslight, en fait. Il a réussi à endormir les gens. Que je te dise, il a pas bégayé, c'était fluide. Voilà. Elle n'est jamais posée à mes concurrents. Le petit boug. Gabriel Attal, je crois qu'il a fait de la politique, et c'est très bien. Monsieur Lecornu, je crois qu'il a commencé à 18 ou 19 ans en politique. Et je trouve ça très beau que de voir des gens qui s'engagent pour le pays. Mais je pense qu'on a conscience de ce que vivent les Français, qu'on a conscience de l'urgence du moment. Et si les Français nous placent à des niveaux qui sont aujourd'hui extrêmement élevés dans les études d'opinion et dans les élections, c'est peut-être parce qu'ils sentent qu'on porte leur voix, leurs souffrances, mais aussi leurs attentes et leurs espoirs. Pour terminer cette interview, un mot sur le mouvement Bloquons Tout. Vous l'avez soutenu et en même temps vous êtes resté un peu à distance de ce mouvement. Est-ce que vous considérez que c'est une réussite? On va recevoir dans un instant Jean-Luc Mélenchon. Bah, c'est une réussite pour tous ceux qui veulent l'implosion de la cohésion nationale. J'ai vu l'extrême gauche s'en prendre au mobilier urbain, s'en prendre à nos forces de l'ordre, à nos forces de sécurité intérieure. Et je considère que... Le travail, c'est pas une passion, c'est pas un engagement, c'est de la contrainte et de la subordination. Il a prouvé qu'il avait justement jamais travaillé. Et ouais. Après, il y a des gens qui sont épanouis dans le travail. Hein. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui subissent le travail, taf alimentaire, taf parce que t'as pas le choix de payer ton loyer, etc. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des Français qui sont épanouis dans ce qu'ils font, dans leur métier, les mecs. Hein. Ça, faut respecter toute forme de personnalité. Il y a des personnes, ok, ils subissent le travail, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a des personnes qui se plaisent dans ça, mon gars, c'est tout. Hein. Non, pas que les youtubeurs, les amis. Quand, par exemple, t'as travaillé dans des études où tu finis dans un poste qui concerne tes études, ton rêve, en l'occurrence, je sais pas, moi, je te prends un exemple, la sécurité informatique, t'es dedans, t'es content, bah t'es épanoui dans ton travail, y a pas de problème, tu vois ce que je veux dire. Y a pas de problème, hein. Moi, je me demande, Bardella, s'il était pas politique, je me demande, Bardella, elle aurait fini comment, les mecs? Parce que moi, la politique, je le vois comme le rap. Je le vois comme le rap ou l'e-sport. Si, par exemple, t'as pas réussi à percer en politique, t'aurais fini dans quoi? Vu que tu as fait toute ta vie de la politique. Le rap, c'est pareil. Les personnes qui percent dans le rap, c'est pas des personnes qui ont des bacs plus 5 ou je ne sais pas quoi, ou un doctorat.
Si le mec n'avait pas percé dans le rap, il aurait fini dans quoi, genre? Bah Bardella, c'est pareil. La politique, je le vois comme comme c'est un monde risqué. Quand tu n'as pas travaillé auparavant, donc tu travailles ton discours, tu travailles pour des parlementaires, tu postules comme ça, et tu croises les doigts. Bon, Bardella, il a eu de la chance. Le mec, il n'a jamais travaillé dans sa vie, et il a fini par être élu parce que les gens lui font confiance de par ses discours, de par ses propositions. Bah mec, je me demande, Bardella, il aurait fini comment? Je sais pas, hein. Franchement, il aurait fini flic. Est-ce qu'il aurait réussi l'examen de flic même? Est-ce qu'il aurait réussi? Mon Dieu. Monsieur Mélenchon jette de l'huile sur le feu et qu'il contribue par ses discours à abîmer aujourd'hui l'ordre public, les valeurs républicaines. Et je crois qu'il ne faut pas d'ailleurs minimiser le risque que représente aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il est à gauche, celui qui a la possibilité d'emmener son camp au second tour de l'élection présidentielle. Et je dis que c'est une menace qui pèse sur nos valeurs. Le départ d'Emmanuel Macron. Vous partagez la même volonté, le départ d'Emmanuel Macron? Les sondages qui ont été faits montrent que 2/3 des Français souhaitent la démission du président de la République. Parce que le désamour entre les Français et leurs dirigeants, il est extrêmement profond. Une chose est sûre, c'est que je ne ferai jamais, moi, le choix du désordre républicain. Je suis extrêmement attaché à l'ordre, à l'intégrité du pays, à l'unité de la nation. Et je crois que la seule solution pour que les Français reprennent espoir avec la politique, c'est de voter et de voter différemment de ce qui se pratique depuis 40 ans. Merci beaucoup d'avoir été... Et moi, ça me fume quand même. Quand les gens ils te disent que moi, je suis pour l'ordre républicain ou je ne sais pas quoi, comme si Mélenchon, il n'était pas pour l'ordre. Je comprends pas, genre. J'arrive pas à comprendre ce délire. Genre, Mélenchon, président de la République, il va appeler au chaos, au désordre, alors qu'il a un pays à diriger. Il a un pays à diriger, il a des lois à faire voter, il a de l'investissement à faire et la bifurcation écologique. Mais bon, les gens, ils présentent Mélenchon comme un dictateur, un mec qui va foutre le bordel, qui va déstabiliser les institutions. Ouh là là, attention, oh là là, c'est tellement ridicule. Enfin bref. Il est pour l'ordre, mais l'ordre bourgeois. Mais bien sûr qu'il est pour l'ordre bourgeois. Lui, il veut pas déstabiliser les grands patrons, leur investissement futur ou leur investissement actuel. Lui, il est pour l'ordre bourgeois. Attention, monsieur.